Regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée pour la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Un bateau battant pavillon chinois a été arraisonné dans les eaux guinéennes. En attendant la suite des enquêtes, il est actuellement au port autonome de Conakry. Et puis la rituelle montée sur Arafat, ce dimanche, les pèlerins musulmans rentrent dans le pèlerinage musulman rentre ainsi dans sa phase active. Plus de 2 millions de pèlerins sont annoncés pour cette année. Le rituel et sa signification, c'est dans Guinée Info. Enfin, Conakry vibre au rythme de l'Aïd El Kébir. Salon de coiffure, ateliers de couture font leur plein. C'est les bonnes affaires pour les personnes qui exercent ces différentes professions. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. La Guinée en route pour les élections communales. Après l'annonce de la date pour le 18 décembre prochain, la CENI réunit les acteurs impliqués dans ce processus pour une série de formations. Pour cette première étape, ces acteurs s'approprient des opérations d'actualisation de la cartographie des bureaux de vote. Explication, Makeme Donzo. Pour les élections communales 2016, chaque électeur votera dans son secteur. Cela suppose un éclatement des bureaux de vote utilisés lors des élections législatives et présidentielles qui étaient au-delà de 700 électeurs. La nouvelle donne impose 75 électeurs par bureau de vote. L'électeur est plus que jamais rapproché de son bureau de vote. L'organisation de ces élections nous amène cette fois-ci à aller beaucoup plus loin. C'est de ramener l'électeur dans sa circonscription, dans son lieu de résidence proprement dite. Et je crois que ça va nous donner une base de fichiers très performante, dans le sens où il ne restera plus que d'installer, je dirais, le bureau de vote dans les concessions familiales, ce qui n'est pas possible. Et donc, l'importance de cette mission réside aussi là. C'est l'amélioration fondamentale de notre fichier, de l'identification de l'électeur et aussi de sa liaison avec son bureau de vote. Des fiches de relocalisation par secteur sont établies. Le remplissage se fera sur le terrain avec l'appui des autorités locales. Il s'agit, comme nous n'avons pas décidé de faire une révision, la révision interpelle directement le citoyen, l'électeur. Les corrections que nous faisons, nous les faisons avec les autorités locales. Les partis politiques ont la possibilité de venir vérifier, comme je l'ai dit, la sincérité de ce travail. Donc nous sommes obligés de travailler avec les chefs de quartier sur le terrain et ce travail sera validé par la CENI, par le missionnaire de la CENI, par les démembrements de la CENI, mais aussi par les responsables politiques sur le terrain. Il faut qu'ils nous disent est-ce que les transferts qui ont été effectués tiennent compte des réalités sur le terrain. La politique de la CENI, c'est faire participer toutes les parties prenantes au processus d'amélioration, de perfectionnement du fichier électoral. Donc qu'il s'agisse des autorités locales, qu'il s'agisse des partis politiques, de la société civile, tous ceux qui participent au processus électoral vont être invités à prendre part pour qu'ensemble, avec tout le monde, nous construisons un fichier digne de tout le monde. Selon la proposition de la CENI, le 18 décembre, les Guinéens vont voter dans les communes urbaines et rurales. Le travail d'appropriation du mode opératoire, d'actualisation de la cartographie des bureaux de vote est l'une des dispositions de la Commission électorale nationale indépendante afin d'éviter les problèmes le jour du vote. On va parler dans ce journal de pêche illicite avec ce navire battant pavillon chinois arraisonné dans les eaux guinéennes. Il est actuellement au port autonome de Conakry. Quel est le sort réservé à ce navire pirate? Des éléments de réponse avec Alassane Diogobari. Ce navire chinois semble bien être un habitué des faits. Il aura fallu une opération conjointe sous-régionale pour confondre son équipage, une opération de surveillance et d'observation au cours de laquelle 10 navires suspects ont été identifiés. Celui-ci a été immédiatement arraisonné et un autre est en fuite après avoir tenté de couler la vedette des inspecteurs guinéens. Un flagrant délit en matière de pêche INN. Dans ce cas, ce navire est en situation sans aucune ambiguïté aux yeux des textes juridiques en la matière. Le code des pêches est extrêmement clair à ce sujet-là.
Il s'agit d'une infraction grave parce qu'il s'agit d'un navire étranger sans autorisation qui pêche dans les eaux guinéennes. C'est une infraction grave. Et en pareil cas, le code est aussi très clair parce qu'il prévoit des sanctions, donc des amendes à payer en fonction de la dimension du navire. Dans le cas qui nous concerne, le navire a 41,8 mètres de longueur, donc ça rentre dans la catégorie C. Et la sanction prévoit des peines minimales de 500 000 € à une peine maximale de 1 million d'euros. Et compte tenu du fait que l'infraction est qualifiée d'infraction grave, nous appliquons le maximum de peine, donc 1 million d'euros. En plus, nous allons confisquer les engins utilisés par le navire pour procéder à la pêche. Cette opération de ratissage systématique dans les eaux de la côte ouest a donné donc ses fruits, une opération qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne. On attend que l'armateur s'acquitte de l'amende dans les 90 jours. Si ce n'est pas fait, nous allons être obligés de confisquer le navire, peut-être changer même de nationalité et devenir une propriété guinéenne. C'est ce que la loi prévoit. Ce qui démontre à suffisance qu'avec peu de moyens et de la volonté, on peut faire de grandes choses, allant dans le sens de mettre fin au fléau qui fait que les Guinéens se font voler leurs ressources halieutiques en haute mer en toute impunité. Le gouvernement guinéen et l'Union européenne mobilisent plus de 8 millions d'euros pour la réalisation de 1000 forages et 2500 latrines. Les travaux sont engagés sur le terrain par l'identification des sites d'implantation et la rénovation de la base régionale du SNAP de Nzérékouré. Mohamed Sankon, Ousmane Kobele Keita. À 6% de réalisation, la région de Nzérékouré est la moins desservie en matière d'hydraulique villageoise. Le SNAP, Service national des points d'eau, veut corriger cette situation dans une région où l'eau est abondante, mais où l'eau potable est rare. En s'inscrivant justement dans cette politique d'équité et de rééquilibrage, voilà qu'on a réussi à inscrire pour la région forestière un projet d'hydraulique villageoise dans les préfectures de Nzérékouré, Lola et Yomu pour 1000 forages, la réalisation de 2500 latrines. Et la préfecture de Béla, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, qu'il faut doter les 304 chefs-lieux de communes rurales de la Guinée d'adduction d'eau potable solaire. Pour atteindre les objectifs de qualité, les travaux de rénovation et d'extension de la base régionale de Nzérékouré sont engagés et confiés à EDICO, une entreprise locale. C'est un financement du 10e Fonds européen de développement pour 8 400 000 €. Il s'agit de la construction de ce bâtiment pour le transit des experts, de la transformation de ce grand magasin en bureau et de l'installation d'un château d'eau avec une pompe électrique pour alimenter les différents compartiments. Le bâtiment que nous voyons là, c'était un gros magasin. Nous avons rénové. À l'heure où nous sommes, ça va servir du bureau du SNAP et il y a la salle de conférence et les douches internes. Le gouverneur de la région, satisfait du travail déjà réalisé, insiste sur le suivi d'extension des projets de forage dans toutes les collectivités et sur la communication sur les acquis. Je voudrais que les yeux qui sont venus pour faire ce constat soient davantage objectifs pour corriger les petites faiblesses, puisque ce n'est pas encore une réception provisoire, ce n'est qu'une visite technique. 2017 et 2018, le SNAP compte engager son projet de construction de plus de 15 000 forages et de 304 systèmes d'adduction d'eau solaire dans les communes rurales du pays. En déplacement, le ministre du Commerce était ce vendredi dans la région de Boké, accompagné de certains cadres de son département. Marc Yombuno est allé expliquer aux agents des services du commerce de la région les nouvelles mesures prises dans l'amélioration de la production, mais surtout de la commercialisation des produits locaux. Le point avec Mama Essata Kamara, Pierre Massanouno. Depuis 2010, la production des filières d'exportation s'est nettement améliorée. La région de Boké occupe aujourd'hui une place non des moindres dans ce secteur. Le cas de la culture d'anacarde en est un exemple. À travers cette rencontre, le département du commerce compte inciter les cadres des services déconcentrés à s'impliquer
dans la commercialisation des produits locaux. Vous savez que le chef de l'État porte une attention particulière, surtout dans cette zone, sur la production de l'anacarde. Et donc traduire en acte les préoccupations du chef de l'État, ce n'est qu'une très bonne chose. Donc ce n'est pas la première ou la dernière mission. Nous allons continuer dans ce sens et faire en sorte que les services déconcentrés aussi nous remontent leurs préoccupations pour pouvoir trouver solution à ces remontées d'informations. Pour cette première opération, des motos ont été remises aux personnels locaux du département du commerce. Une manière d'améliorer leur mobilité sur le terrain, surtout quand on sait que la plupart des greniers agricoles restent encore enclavés. Quand la production est faite, il faut que le commerce soit mieux assuré. Mais ces cadres qui sont sur le terrain, si aujourd'hui nous avons ces motos renforcer leur mobilité, c'est une opportunité pour nous de remercier le ministre et de le remercier pour ce qu'il devra encore faire. Il a annoncé le renforcement des capacités de ces cadres par l'envoi de nouveaux cadres beaucoup plus jeunes. Comme vous le savez, nous avons à la campagne de cajou un produit stratégique. On avait des problèmes pour rejoindre les sous-préfectures. Mais aujourd'hui, avec notre engin-là, nous serons vraiment disponibles et ça va nous faciliter vraiment d'atteindre nos objectifs sur le terrain. À l'instar des autres régions du pays, la région de Boké est aussi confrontée au manque de cadres, mais surtout du vieillissement du personnel. Le ministre annonce que les 250 nouveaux fonctionnaires non postés seront redéployés à l'intérieur du pays. Déjà, 56 ont été affectés dans certains services déconcentrés du ministère du Commerce. Plan Guinée vient de lancer à Kindia un projet de plus de 240 000 $. Ce projet met un accent particulier sur les questions de santé de la femme en lien avec les violences qu'elle subissent. Ce projet à base communautaire sera mis en œuvre dans certains villages de la dite préfecture. Thierno Ousmane Diallo, de retour de Kindia. Plus de 70% des Guinéens vivent en milieu rural. Pour combattre les mariages et grossesses précoces, les violences basées sur le genre et promouvoir la planification familiale, il faut accentuer les messages dans ces milieux. Jusqu'au 31 décembre prochain, Plan Guinée va mener une offensive dans 150 villages de la Basse-Guinée et sensibiliser les populations sur des questions de santé de la reproduction et les inciter à fréquenter les structures sanitaires. La stratégie la plus fondamentale sur laquelle nous sommes en train de fonder notre espoir, c'est la communication pour le changement de comportement. En plus de ça, les pères éducateurs auront des équipements qui vont les permettre de sensibiliser la communauté à la base pour atteindre l'objectif. Il est important que les jeunes adolescentes et adolescents apprennent et comprennent et acceptent l'idée et la pratique du planning familial pour espacer les naissances, faire en sorte que les grossesses soient accueillies dans les meilleures conditions. Ce sont surtout des villages de Télémilé, de Kindia, de Forekaria, de Koya et de Dubreka qui vont accueillir ce projet d'une enveloppe de 242 000 $, financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Les femmes souffrent lors des accouchements. Lors des accouchements, il y a des dysocies qui font que certaines femmes peuvent perdre les enfants. Les enfants peuvent être nés morts-nés. Et là, c'est pas bien, on ne peut pas faire 9 mois de grossesse et tout en espérant avoir un beau bébé et qu'à la fin, on vous montre un mort-né. Des textes de loi sur la protection des jeunes filles et la promotion de la santé reproductive vont être vulgarisés dans les zones où se rendront les animateurs communautaires. Ici, dans la région de Kindia, ce projet qui démarre est bien accueilli. Le problème de la violence basée sur le genre est un problème dans toutes nos communautés. Et si vraiment Plan Guinée a élaboré un projet pour s'attaquer à ce fléau, nous ne pouvons que les soutenir, les encourager. La mise en œuvre du projet devrait aussi permettre aux femmes de disposer de compétences pour la création de groupements villageois d'épargne et de crédit afin de booster leur autonomisation. Une machine puleuse et des kits sanitaires pour les femmes de Moussadou, c'est dans la préfecture de Beila. C'est un geste de l'ONG To Help a Woman. Il rentre en droite ligne des objectifs que se fixe cette ONG, à savoir promouvoir l'autonomisation des femmes. Nabi Zakaria Bangoura, Fatima Diallo. Appuyer les femmes dans leur combat contre la pauvreté en milieu rural.
C'est l'objectif de l'ONG To Help a Woman, c'est-à-dire aider les femmes qui s'activent sur le terrain. À Moussadou, 15 km de la commune urbaine de Beila, une machine puleuse et un important lot de kits sanitaires sont livrés à ces femmes par l'ONG To Help a Woman. Cette campagne est entièrement financée sur fonds propres de l'ONG Help African Women à hauteur de 50 570 450 francs guinéens. Les femmes de Moussadou ont beaucoup de difficultés parce qu'il faut savoir que c'est une ville, une sous-préfecture qui est essentiellement agro-pastorale. Donc l'essentiel de leurs problèmes c'est dans le domaine de l'agriculture. Et ces femmes ont beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. Elles ont vraiment besoin d'une machine pileuse. En recevant cette machine pileuse et ses kits sanitaires, les femmes bénéficiaires et les autorités locales ont exprimé leur joie. Ce don contribuera à réduire leur vulnérabilité et à préserver leur santé. Le don qu'ils nous ont envoyé nous réjouit à plus d'un titre. J'ai même les larmes aux yeux. Le savon nous servira pour notre hygiène. Développement, lutter contre les maladies, c'est dans les mains des femmes. Donc si l'ONG Help Africa Woman vient à nos secours aujourd'hui, nous sommes très ravis et très heureux. Après ce don à la sous-préfecture de Moussadou, l'ONG compte élargir cette initiative à 4 sous-préfectures de chaque région administrative du pays. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce jeudi la journée internationale de l'alphabétisation. En Guinée, le taux d'analphabétisme reste encore très élevé, 65% selon les chiffres, d'où cette rencontre entre gouvernement et partenaires évoluant dans le secteur pour débattre de cette problématique. Yaya Silla, reportage. C'est à l'Harmattan Guinée que les acteurs du livre et leurs partenaires se sont donné rendez-vous pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. Ils échangent sur la situation de l'alphabétisation en Guinée. Selon les statistiques de 2005, 65% de la population guinéenne sont analphabètes. Même si le ministère de l'Enseignement et ses partenaires ont lancé une formation de 200 000 personnes à mode faire-faire, le défi reste grand. Il y a un défi lié à la formation, à l'équipement. Mais lorsqu'il sera résolu, ce défi d'investissement, je pense que l'alphabétisation va connaître un grand bond. À l'orée de l'année 2017, qui consacre Conakry, capitale mondiale du livre, toutes les occasions sont opportunes pour échanger sur les enjeux de cette rencontre planétaire. Avec les sénateurs français en séjour en Guinée, le commissaire général Conakry, capitale mondiale du livre, a présenté le projet qui a séduit l'UNESCO et évoqué le défi qui attend la Guinée en particulier et la francophonie en général. L'UNESCO a choisi Conakry, ça va être une fierté pour Conakry. C'est la première ville francophone qui soit choisie pour être capitale mondiale du livre. Donc je crois que toute la francophonie doit être solidaire de la Guinée, de Conakry et du projet. Moi je m'occupe aussi beaucoup de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Je vais essayer de les mobiliser et d'en parler à l'organisation de la francophonie aussi pour qu'on apporte à ce beau projet le maximum d'aide. La semaine prochaine, le commissaire de Conakry, capitale mondiale du livre, et les sénateurs français vont se retrouver à Paris pour renforcer leur compréhension sur le sujet. Dans l'actualité encore, un projet en faveur des quartiers enclavés de la capitale assure un financement de l'Union européenne. 3 routes secondaires et des latrines publiques ont été réalisées dans la commune de Matam ce vendredi. Une mission de contrôle et d'évaluation du projet était sur place pour la remise officielle des infrastructures. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Cette visite de terrain de la mission INOFS se situe dans le cadre de projets de désenclavement et d'assainissement des quartiers défavorisés de la capitale. Dans son volet social, les quartiers Matam et Bonfi bénéficient de l'aménagement de 3 tronçons de route et de latrines publiques. Sur financement de l'Union européenne, ces travaux sont réalisés avec la complicité du Cercle des formateurs et acteurs de Guinée et Bâti Concept. Pour cette première phase, ce n'est qu'un échantillon parmi tant de quartiers dans les 5 communes qui ont été touchés par ce projet. Si déjà
en moins d'un an, on parvient à faire le revêtement de 441 mètres linéaires en pavé auto-bloquant. Vraiment, c'est un réconfort moral et technique pour moi. Un ouf de soulagement pour la population riveraine. Nous remercions l'Union européenne et nous remercions le maître d'ouvrage, l'UNOPS et l'ONG CEFAC, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet combien important pour ce quartier. Aujourd'hui, la population de Matam, en l'occurrence la population du secteur Fodé Camara, est entièrement satisfaite de la réalisation de ce projet de désenclavement des quartiers les plus défavorisés de Conakry. Chose qui nous rend aujourd'hui très fiers et très satisfaits. Et en plus, c'est presque remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé dans sa politique d'ouverture qui nous a aidés à avoir des amis comme l'Union européenne à nous accompagner dans nos préoccupations de désenclavement des quartiers de notre commune. Pour éviter l'inondation et les maladies liées à l'insalubrité, deux secteurs dans la commune de Matam plaident aussi pour l'aménagement de leurs ruelles. Le coup de balai de la Grande Muette se poursuit à Conakry. Les quartiers Anta, Matutu, Taneri et Bonfi font leurs toilettes. C'est dans le cadre de l'opération Conakry, ville propre, enclenchée par les forces de défense et de sécurité. Commandant Mohamed Kassé, il est correspondant de la presse militaire. Le génie militaire poursuit sans relâche l'exécution de l'opération du plan d'action stratégique de l'assainissement de la ville de Conakry. Les barques et les points de regroupement de Anta, Matoto Marché, Taneri et Bonfi ont été débarrassés des ordures et immondices. Je salue cette initiative et je les encourage de plus encore de continuer à venir sauver la population guinéenne. Vraiment, je les remercie beaucoup. L'assainissement de la capitale reste la préoccupation de tous. Le bataillon du génie militaire, en synergie avec les structures impliquées dans la propriété de la ville, entendent relever le défi Conakry, ville propre. Par rapport à votre intervention de nettoyage, ça nous a beaucoup réconforté, ça nous a fait un grand plaisir à notre endroit. Parce que les ordures qui se trouvent là, quand même, vraiment, ça nous donne l'odeur et puis on passe la nuit ici. Les moustiques, les mouches un peu partout. Le programme de demeure reste maintenu. Nous serons à partir de Kakimbo. Si l'embouteillage ne nous emmerde pas, nous avons programmé d'évacuer tout ce qui est derrière le cinéma Rogbané demain dans le marché d'Ottawa. Face à cette mission républicaine du commandant en chef des forces armées guinéennes, l'état-major général, à travers le génie militaire, invite les citoyennes et citoyens à un changement de comportement pour atteindre ces objectifs. Les pèlerins guinéens sont à Mina ce samedi. Ils s'apprêtent à vivre l'un des plus grands moments du pèlerinage, la rituelle montée sur Arafat. Selon la tradition musulmane, pendant le Hajj, les pèlerins venus de Mina doivent y passer l'après-midi. Reportage à Mina, Oumar Dieng. Arrivé sur les lieux saints de l'islam dans la nuit du jeudi 8 septembre 2016, le secrétaire général aux affaires religieuses a tenu une réunion de travail avec les encadreurs et guides du Hajj 2016 et Abdul Wahid Bourhan, le fils du traditionnel receveur des pèlerins guinéens à la Mecque. Objectif, la préparation et l'organisation du départ pour le site de Mina, là où le pèlerinage entre dans sa phase ultime. Samedi 10 septembre 2016, les 6000 pèlerins guinéens, à l'instar des millions de co-religionnaires accomplissant le Hajj 2016, sont donc à Mina, un lieu de pénitence que symbolise la couchette à même le sol, sous les tentes de la bénédiction. Ici aussi, tous les musulmans s'assemblent et se ressemblent. Et dans le contingent de la République de Guinée, la solidarité mutuelle frise tout simplement un élément d'unité nationale. Je commence tout d'abord par remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour béni. Nous voilà aujourd'hui à Mina. Nous nous préparons
pour Arafat demain, dimanche, Inch'Allah. Monsieur le secrétaire général, les cas de décès ont été minimes, mais peut-on avoir des précisions? Oui, effectivement, depuis notre arrivée jusqu'à maintenant, nous avons enregistré 2 cas de décès. Un, c'était à Médine, une femme est décédée à la descente du bus, pas par accident, mais par un arrêt cardiaque. Le deuxième, ça c'était le cas avant-hier ici à la Mecque, suite d'une maladie. Ici, Amina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était retrouvé avec ses compagnons pour accomplir les prières du Zour, du Asr et du Isha en 2 rakats et seulement la prière du Fitr en 3 rakats. Nous nous excusons pour la mauvaise qualité de ces images. Hajj 2016, encore demain dimanche, tous les pèlerins doivent se rendre sur la colline de Arafat, cette colline de la miséricorde, et l'endroit où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aurait donné son sermon d'adieu aux musulmans. Il est vivement recommandé de jeûner ce jour, même pour les musulmans qui ne font pas le pèlerinage. Plus de détails avec Fatima Diallo. 70 jours après la fête de Ramadan, c'est l'ascension sur Arafat. Considérée comme le lieu le plus important du pèlerinage, la colline de Arafat est située à l'est de la Mecque. L'acte se déroule le 9e jour du mois lunaire. Cette année, il correspond au 11 septembre. La montée sur Arafat est faite en mémoire au dernier sermon du prophète à l'endroit de la Oumma. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit Al-Hajju Arafat. Cela veut dire que le pèlerinage, c'est Arafat. C'est quel qu'en soit vous acquittez de votre obligation religieuse. Si vous ne visitez pas Arafat, cela veut dire que votre pèlerinage ne sera pas accepté. Cela veut dire que Arafat est un lieu sacré très significatif. C'est l'endroit que le prophète a pu unir tous ses accompagnants pour donner les derniers messages. Le rassemblement des pèlerins sur Arafat, c'est pour uniquement se rapprocher de Dieu. Aux autres musulmans qui ne font pas le pèlerinage, il est vivement recommandé de jeûner ce jour. Jeûner le jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde l'expiation des péchés de l'année passée et de l'année à venir. Donc c'est pour vous dire, on doit se préparer et on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala, le glorifier, le magnifier, donc pour célébrer cela avec les pèlerins qui sont là-bas. Eux, ils ne gênent pas, mais nous, qui n'avons pas eu la chance d'aller à la Mecque pour effectuer le pèlerinage, nous aussi, on peut faire cela. On peut louer Allah, le glorifier en disant Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, en accomplissant aussi les bonnes œuvres. Chaque année, des millions de pèlerins venus des différents continents convergent sur le mont Arafat au même moment, tous vêtus de blanc. Ils commémorent la révélation du dernier verset du Coran et formulent des prières. Et ce verset, c'est le verset là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit aujourd'hui je parachève pour vous votre religion et j'accomplis sur vous mes bienfaits. Donc ce verset a été révélé le jour de Arafat. Le jour de Arafat est l'un des plus importants jours du calendrier musulman. De l'avis des islamologues, il permet de fortifier la foi du croyant et de purifier son âme. Et puis la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice, elle se prépare activement à quelques jours de la Tabaski. Les salons de coiffure et autres ateliers de couture sont bondés de monde. La ferveur de la fête commence déjà à monter, n'est-ce pas Abraham Christophe Conté, Hassan Al-Sila. Nous sommes à quelques heures de l'une des plus grandes fêtes musulmanes. Il s'agit de l'Aïd el-Kébir. Curieusement, dans certains salons de couture, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Youssouf tient un atelier à Kipé, un quartier huppé de la banlieue de Conakry. Ses attentes sont loin d'être comblées. Il n'y a pas de clientèle, mais quand même on arrive à avoir certaines. Vous connaissez la conjoncture, les gens sont allés à la conquête du manger d'abord et les moutons. Après le soir, on verra le reste. Maggie, quant à elle, n'aura pas à se retourner les pouces. Voilà 3 mois qu'elle a ouvert son salon de coiffure. À l'approche de la fête, la clientèle se bouscule dans son atelier. Je fais un peu de tout, hein. Ce que la cliente me demande, je fais ça. Et si je vois que ça ne lui convient pas, je lui propose autre chose. Parce que c'est pas parce que ce que la cliente demande, même si ça ne va pas avec son visage, tu n'es pas obligé de faire. Mais c'est à toi maintenant d'amener la cliente à accepter ce qui est bon pour elle. Dans les salons de beauté et coiffure,
c'est une période de pleine activité. La proximité, la qualité et l'accueil des services fondent le choix des clients. Ici, ils sont organisés et puis ce qui est tellement encourageant avec les gars d'ici, les instruments sont désinfectés et puis vraiment, c'est propre ici. La fête de Tabaski, pour moi, c'est une fête vraiment spéciale pour les musulmans. Je suis venue pour me rendre belle, comme c'est mon salon préféré. Et chaque fête, je viens ici, même si ce n'est pas les fêtes. Mais c'est une maîtresse quand même, elle connaît son boulot. La fête de Tabaski est l'occasion pour chaque musulman de se parer de ses meilleurs habits pour rendre visite aux parents. Mais elle nécessite un effort supplémentaire dans les dépenses quotidiennes des familles les plus modestes. Enfin, en plus bref, journée difficile pour tous ceux qui vont fêter au village sur l'axe Kindia. Maman, une dizaine de kilomètres d'embouteillage s'est formé à Yombokouré sur le flanc de la montagne peu avant l'incendie en cause 2 camions en panne. Du coup, une centaine de passagers est bloquée sur l'axe depuis ce matin. Nous signale notre reporter Mamadou Alpha Baldé. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bon week-end à toutes et à tous. Première fois, la jeunesse de Mondjana organise un tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Changement Condé, président de la République, qui regroupe une équipe de 12 communes, dont la commune urbaine de Mondjana, du 5 au 22 octobre 2016, au stade préfectoral à partir de 15 h. Invité de marque, Kader Diakité, conseiller technique à la présidence. Honorable Eva Kos, député inoluminal de Mondjana. Honorable Yaya Traoré, député. Honorable Bakary Diakité, député.